Les cyclones nous effraient et nous dépassent. Ils tuent, traumatisent, dévastent et coûtent chaque année des milliards de dollars. Pour pouvoir limiter les dégâts, il faudrait une connaissance approfondie de ce phénomène tourbillonnaire. Les scientifiques du monde entier l'étudient méthodiquement. Mais il y a une chose qui ne s'explique toujours pas, ces brutales sautes d'humeur. Un cyclone peut atteindre en quelques heures une violence démesurée, et l'on ne sait pas exactement pourquoi. Les régions tropicales subissent tous les ans les plus terribles des tempêtes. On les appelle ouragans ou cyclones tropicales dans l'Atlantique, typhons dans le Pacifique et en mer de Chine, cyclones en Australie. Mais toutes surviennent à peu près dans les mêmes circonstances. Tous les ouragans présentent la même morphologie, un système cyclonique en forme de disque tournant autour d'une zone de très basse pression, l'œil. Avec leur vent qui accélère en tourbillonnant vers ce centre, ces tempêtes ont un égal pouvoir destructeur. Réduire l'impact des ouragans suppose de les prévoir. Tout est mis en œuvre pour cela dans un service de recherche spécialisé de la NASA. Pour prévoir les ouragans, il faut parvenir à comprendre comment ils se forment et s'intensifient. Il y a un minimum de concepts à appréhender pour créer des outils de prévision concrets. Personne n'a oublié qu'en 2005, l'ouragan Katrina a fait près de 2000 victimes aux États-Unis. Mais c'est un problème mondial qui nous concerne tous. Le bilan d'un ouragan qui atteint la terre ferme est souvent effarant. En 1998, au Honduras, l'ouragan Mitch a fait 7000 morts et 1,5 million de sans-abri. Plus récemment, aux États-Unis, Sandy a coûté 68 milliards de dollars. Pour les chercheurs de l'université de Miami, située dans la ligne de feu des ouragans, les prévisions sont évidemment le nerf de la guerre. Les ouragans font partie de la nature. Ils adviennent. C'est comme ça. Certains sont moyennement violents, d'autres très violents. Nous les considérons comme un phénomène géophysique majeur qu'il faudrait essayer de mieux comprendre pour pouvoir améliorer le modèle. Les modèles sont des représentations numériques des phénomènes naturels. L'outil le plus pertinent des prévisionnistes de l'Agence américaine de l'étude de l'océan et de l'atmosphère, la NOAA. Comment fonctionnent ces modèles? Ce sont des codes, des maths, de la physique. Mais la physique qu'on utilise ici émet des hypothèses, des paramétrages, mis au point il y a des décennies. Des estimations, si l'on veut. De bonnes estimations, parfois, mais des estimations quand même. Le but du jeu, c'est d'améliorer les prévisions de ce phénomène. C'est à Cuba qu'a été faite la toute première de ces estimations. José Rubiera, qui dirige le département des prévisions à l'Institut météorologique de Cuba, poursuit l'œuvre entamée au XIXe siècle par un jésuite, le père Benito Viñes. Benito était un vrai personnage, membre de l'Académie des sciences de Cuba, un prévisionniste avant l'heure. Il a été le tout premier à rédiger un avis de cyclone tropical, en septembre 1875, à La Havane. La première alerte de l'histoire de la météorologie mondiale. À sa mort, en 1893,
Il avait écrit 2 livres sur les ouragans, dont un ouvrage théorique complet sur leur structure et la manière de les prévoir, avec les moyens de l'époque. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de satellite, ni rien de tout cela. Pour pouvoir affiner les prévisions, il a fallu attendre 1956 et la création du National Hurricane Center de Miami, le NHC. Jusqu'alors, sauf si un navire infortuné se trouvait pris dans une tempête, on ne disposait d'aucun moyen d'observer la formation d'un ouragan au-dessus de l'océan. Les choses allaient bientôt changer. La NASA a lancé, dès les années 60, des satellites météorologiques, dont un équipé d'une caméra infrarouge. Cette caméra nous a montré le monde comme on ne l'avait jamais vu. Les ouragans ne pouvaient plus nous prendre par surprise. Depuis lors, nous continuons à lancer des satellites équipés de caméras infrarouges. Il y en a toute une flotte en orbite géostationnaire. Ils sont au moins 3000 à tourner aujourd'hui autour de la Terre, parmi lesquels les satellites météo. Fidèles agents de liaison au service de la science qui s'efforcent de faire progresser recherches et prévisions. Ce que l'on commence à prévoir avec précision, c'est la direction que prend un ouragan qui se forme au milieu de l'océan. Et ce, grâce à des systèmes d'observation de plus en plus perfectionnés. Ici, au National Hurricane Center, on a fait beaucoup de progrès dans les prévisions relatives aux trajectoires des ouragans ces 20 ou 25 dernières années, au point de réduire notre marge d'erreur de plus de 50%. Les modèles numériques ne sont pas encore au point sur l'intensification rapide. Ils ne sont ni assez systématiques ni assez précis pour pouvoir prévoir un renforcement ou un affaiblissement rapide. Les prévisionnistes non plus. On a encore beaucoup de chemin à faire. Imprévus, les changements d'intensité sont lourds de conséquences lorsque l'ouragan atteint la terre ferme. L'exactitude des prévisions devient d'autant plus nécessaire, d'autant plus urgente, que la population des Caraïbes et du littoral américain ne cesse de croître. Plus de 300 millions d'habitants actuellement. La population étant toujours plus nombreuse, il lui faut davantage de temps pour quitter les lieux et fuir avant l'arrivée de la tempête. D'où l'importance d'obtenir des prévisions de plus en plus précises pour pouvoir délimiter avec exactitude les zones d'alerte et les zones à évacuer. On ne se souvient de l'ouragan Sandy que pour la désolation qu'il a semée sur la côte nord-est des États-Unis. Or, pendant son approche, cette tempête s'était renforcée en très peu de temps avant d'atteindre Cuba. Sandy ne nous a pas surpris, on l'avait bien prévu. Mais il a très vite forci, passant du niveau d'ouragan de catégorie 1 à celui d'ouragan de catégorie 3 en 17 heures seulement. C'est très rapide comme intensification. Après avoir traversé Cuba comme un ouragan majeur de catégorie 3, Sandy s'est affaibli. Parvenu aux États-Unis, il était revenu à la catégorie 1, voire au stade de tempête. Même moins intense, Sandy a surpris par son étendue et par l'onde de tempête qu'il a générée, c'est-à-dire l'élévation soudaine du niveau de la mer. Ça, c'est l'arrière d'une de nos attractions. Comme vous voyez, l'eau est passée sous la promenade. Et elle a tout arraché. Les piliers, les rambardes, tout. Ça a sérieusement endommagé ce manège. Et le ponton qui va avec. Ça n'a pas duré plus de 10 à 15 secondes. Un vent de 80 km/h qui filait vers le sud. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai compris l'ampleur des dégâts
en voyant des pans de maisons entiers passer devant chez moi pour être emportés vers l'océan. Sur 1 mètre de haut, il y avait de l'eau de mer qui dévalait de part et d'autre de la rue. J'ai observé les vagues 10 minutes, et là, j'ai compris que toutes les maisons du front de mer allaient être flanquées par terre. Il ne pleuvait pas tellement, mais le vent, c'était absolument incroyable. Du jamais vu, vraiment. Pourtant, il y en a eu des ouragans par ici, Irène et d'autres. Mais je n'ai jamais vu l'océan comme ça. Aux États-Unis, Sandy a durablement marqué les consciences. Pourtant, arrivé sur la terre ferme, même s'il était encore très étendu, ce n'était déjà plus un ouragan. La hantise des prévisionnistes, c'est un ouragan de même dimension qui ne s'affaiblirait pas. Un des pires scénarios serait un ouragan qui se renforcerait très vite en approchant la terre ferme. Car cela pourrait augmenter d'autant l'onde de tempête et les dégâts causés par le vent. Nombre d'ouragans tristement célèbres ont eu des phases d'intensification rapide. Camille en 1969, Katrina en 2005, et l'exemple le plus frappant, l'ouragan Andrew en 1992. Le 22 août, il n'était encore qu'une tempête tropicale, et quand il a déferlé sur le sud de la Floride, 24 heures plus tard, il avait atteint le stade d'ouragan de catégorie 5. En gros, une intensification rapide, ça peut être de l'ordre de 37 km/h en 12 heures. Mais pour certains des ouragans les plus célèbres, qui se sont renforcés très vite, comme Andrew en 1992, c'était énorme. 83 km/h en 12 heures. On peut dire que c'est rapide. L'ouragan Andrew a frappé la banlieue de Miami, rasant littéralement au passage la ville de Homestead, qui ne s'attendait pas à ce qu'il survienne aussi vite. Si les prévisionnistes annoncent un ouragan de catégorie 1, les gens peuvent hésiter à évacuer, à rester sur la plage ou en mer avec leur bateau. Mais s'il s'avère que l'ouragan est de catégorie 3 ou 4, l'onde de tempête peut engloutir des foules, détruire des maisons, des bateaux, etc. Ce serait terrible pour ces gens. Et pour les prévisionnistes eux-mêmes que plus personne ne croirait l'année d'après. Chaque jour, en tant que prévisionniste, nous devons évaluer combien d'avions il faudra envoyer dans les 2 ou 3 jours suivants. Si on a noté dans telle ou telle zone une perturbation météorologique susceptible d'évoluer en tempête tropicale, on enverra un avion explorer cette perturbation. Le seul moyen de récupérer des informations exploitables est d'aller sur place. Cela fait des décennies que nous envoyons des avions pilotés dans l'œil du cyclone. Le plus souvent, nous filons droit sur la tempête. Cet avion est assez rapide, assez solide et capable d'endurer à peu près n'importe quoi. Ce qui nous permet une précision optimale. On va droit au but. On ne dévie que si c'est absolument nécessaire. Et ça arrive parfois. Notre rôle consiste essentiellement à pénétrer dans l'ouragan et à prendre des mesures in situ, c'est-à-dire dans la tempête proprement dite, pour pouvoir envoyer au National Hurricane Center des informations en temps réel. Parce que les satellites ne voient pas à travers les nuages et la pluie. Il faut envoyer quelqu'un sur place et c'est ce qu'on fait avec cet appareil, l'Orion P3. Comment observe-t-on concrètement un cyclone en intensification rapide? Pendant la préparation, avant vol, qui dure 2 à 3 heures, nous évaluons son intensité avec les scientifiques. Elle est généralement sous-estimée, et quand on entre dans la perturbation, elle est en fait un peu plus forte et est en train de se renforcer. Le pire, c'est une tempête tropicale qui tourne à l'ouragan. Là, ça peut être assez dur. Les chasseurs d'ouragans chevauchent la perturbation tant que leurs réserves de carburant le leur permettent. Ils font des relevés pour établir une sorte de bulletin de santé de l'ouragan. Pour qu'il naisse, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, de l'air chaud et humide au-dessus d'un océan.
Les ouragans apparaissent donc dans l'Atlantique tropical, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Ils sont souvent générés par des perturbations atmosphériques venues des côtes de l'Afrique, que l'on appelle des ondes tropicales. Neuf fois sur 10, les systèmes tropicaux venus d'Afrique ne vont pas évoluer en ouragan. Il faut une conjonction de beaucoup de facteurs pour qu'un cyclone se produise. Entre mai et novembre, ces ondes tropicales traversent l'Atlantique d'est en ouest, espacées de quelques jours. Deuxième condition, la température des eaux océaniques. Elle doit être supérieure à 26 degrés pour qu'un ouragan puisse se déclencher. Sans océan, il n'y a pas d'ouragan. Il ne se forme jamais au-dessus des terres. Il faut impérativement un océan. On a donc sur l'océan de l'air, des vents, se déplaçant d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Sous l'effet de ces vents qui progressent au-dessus de l'océan, la chaleur et l'humidité de l'eau s'évaporent, faisant naître de violents orages. En se déplaçant d'est en ouest, ces orages grossissent et le système va s'amplifier, car au fur et à mesure de leur développement, ils vont être rejoints par d'autres orages. L'air chaud et humide génère de plus en plus d'orages, des systèmes qui montent parfois au-delà de 15 000 mètres. Donc l'air se réchauffe, ce qui fait baisser les différentes pressions. Et quand les pressions diminuent, les vents commencent à accélérer en direction de cette perturbation naissante. Ainsi, les vents affluent de plus en plus vite vers cette zone de basse pression, et les orages envoient de l'air chaud vers la stratosphère. Une fois que l'œil, le centre de la dépression, est suffisamment défini, le système cyclonique commence à subir l'influence de la dynamique terrestre. Ce centre s'agrandit, et quand il atteint une certaine taille, les effets de la rotation de la Terre entrent en jeu, et cette concentration d'orage amorce une rotation. Désormais, la tempête est prête pour les différentes étapes de sa métamorphose, qui peut faire d'elle un ouragan. L'échelle de Saffir-Simpson classe les ouragans en 5 catégories suivant la vitesse de leur vent. Un ouragan de catégorie 1 génère des vents de 120 à 150 km/h. Pour qu'il atteigne la catégorie 5, il faudra que ces vents dépassent 250 km/h. Les ouragans les plus violents s'accompagnent de vents de 300 km/h. Le devenir d'une tempête dépend en grande partie des vents atmosphériques qui l'entourent. S'il souffle à une vitesse et dans une direction différente et une altitude différente, ils l'empêcheront de se développer. À ce moment-là, la tempête se courbe, se plie, un peu comme si elle était décapitée. Mais elle veut rester à la verticale. La variation d'intensité ou de direction du vent à des altitudes différentes s'appelle le cisaillement. Si le cisaillement de vent est fort, la tempête sera morcelée. S'il est faible, elle peut s'amplifier. Arrivés à proximité de la tempête avec leur P3 Orion, les chasseurs d'ouragans de la NOAA font des allers-retours dans les turbulences. On ne peut savoir si le cisaillement de vent favorisera l'intensification qu'en mesurant les conditions atmosphériques. Ce qui suppose de placer des sondes au sein même de l'ouragan. On a mis au point cette sonde. Elle est munie de capteurs de pression, de température, de vent et d'humidité. On la largue depuis l'avion. 2 ou 3 minutes après, selon notre altitude, elle tombe dans l'eau. Plusieurs centaines de sondes sont parachutées dans l'ouragan pendant la mission. Tout en tombant,
Chacune d'elles transmet des données à l'équipage. Imaginez un instantané, un arrêt sur image. Ça nous envoie des données, mais comme les sondes sont ballottées par le vent, on n'obtient pas un profil vertical. Le profil, c'est-à-dire les données collectées, vont les aider à localiser l'œil, le centre du cyclone, où règne un calme relatif. Pourquoi chasseur d'ouragan? Parce que nous traquons l'œil. Pour ça, on garde l'axe de l'avion à 90 degrés par rapport au vent. Et à mesure que le vent change, on modifie le cap jusqu'à ce qu'on trouve le centre exact de la dépression et les vents les plus faibles, qui sont théoriquement à 0 km/h. C'est là que l'on trouve également le noyau de l'ouragan en formation, le mur de l'œil, une étroite bande d'orage de forte intensité qui encercle la dépression. L'élément crucial de l'ouragan, pour ce qui est de l'énergie, est la zone du mur de l'œil. Sur le pourtour de l'œil, il y a un anneau, une bande circulaire de violents orages. C'est là que les masses nuageuses tourbillonnent à la surface de l'eau et montent en spirale vers le sommet de la perturbation. Elles sont happées par le mur de l'œil. Parfois, ce n'est ni plus ni moins que des courants ascendants de 500 mètres de large. La tempête est devenue une véritable machine thermique. Des vents chauds et forcissants avancent en spirale vers l'œil, où ils rencontrent les orages de convection qui forment le mur de l'œil. Les vents sont propulsés jusqu'à la stratosphère, où ils rayonnent vers l'extérieur, sur des milliers de kilomètres, avant de retomber vers la Terre. Pour moi, un ouragan est un coureur de marathon. Les orages, eux, sont des sprinteurs. Ils sont rapides, mais à un moment, ils doivent s'arrêter. Alors qu'un ouragan peut résister pendant des semaines, tant qu'il ne touche pas la terre ferme et ne perd pas sa source d'énergie qui est l'océan. Mais un ouragan est un monstre imprévisible, capable à tout moment de changer d'intensité en quelques heures. C'est pour prévoir ces changements qu'ont été créés des programmes numériques complexes. Quand on y injecte les données d'observation en temps réel, ils calculent des tendances, mais c'est loin d'être simple. Le département de recherche sur les ouragans de la NOAA teste les futurs programmes, toujours dans le souci d'optimiser les prévisions. Entre autres techniques utilisées au NHC pour améliorer la précision des modèles, il y a l'augmentation de leur résolution. Nous avons fait d'importants progrès dans les prévisions de la trajectoire des ouragans, un peu moins dans celle de leur intensité, parce que la trajectoire est davantage soumise aux phénomènes atmosphériques de grande échelle, ces vastes zones de haute ou de basse pression qui aiguillent les cyclones. Et ça, c'est assez facile à modéliser. Augmenter la résolution a permis de modéliser des ouragans avec suffisamment de précision pour simuler l'influence atmosphérique sur leur trajectoire. Au fur et à mesure de leur amélioration, les modèles numériques ont été de plus en plus efficaces pour identifier les phénomènes de grande échelle et savoir comment ils évolueront pendant la période de prévision, et donc dans quelle direction le cyclone est susceptible d'aller. La résolution du modèle numérique est primordiale pour révéler les processus internes en jeu dans un ouragan. Toutefois, les prévisions ne seront vraiment crédibles que lorsqu'elles pourront annoncer l'intensification rapide. Puisqu'observations et modèles dessinent de mieux en mieux la trajectoire des ouragans, pourquoi leur est-il si difficile de prévoir leur renforcement? Avec des observations de haute résolution dans le temps et dans l'espace, on est mieux à même de déceler les changements susceptibles d'entraîner une intensification. Comprendre quels processus induisent l'intensification rapide, cela suppose déjà d'augmenter au maximum la précision des données météorologiques. Certains scientifiques sont prêts à aller très loin pour cela. Quand un cyclone tropical touche la région, l'équipe de recherche sur les ouragans de l'Université de Floride n'hésite pas à s'aventurer au cœur de la tempête avec des instruments de haute technologie. C'est Forrest Masters qui dirige cette équipe. Pour la plupart d'entre vous, voyager à l'intérieur d'un ouragan sera une première. Il va falloir m'écouter attentivement. On va batailler dur pour le croiser. Il est impératif que vous suiviez mes instructions. Restez vigilants et prévenez-moi si quoi que ce soit peut compromettre le recueil des données
ou nous mettre en danger. La météo va vite se dégrader, soyez sur vos gardes. Allez, au travail. Intervenir dans un délai aussi court pose des tas de problèmes logistiques. Il faut penser au carburant, prévoir des refuges et une stratégie de repli. Tout ça doit être décidé au pied levé, quand on roule vers l'ouragan. Sitôt parti, on avance droit vers la tempête. À l'aide de l'imagerie aérienne et de notre connaissance du terrain, on va pouvoir déployer les instruments là où sont attendus les vents les plus violents. Quand l'ouragan Isaac approchait les Keys de Floride, Forrest Masters et son équipe ont filé à toute allure pour aller installer leurs instruments de mesure sur cette trajectoire. On a peu de données sur les cyclones tropicaux à l'échelle du globe. Mais même aux États-Unis, il y a eu des moments historiques où survenait un cyclone majeur et après son passage, on ne savait pratiquement rien de lui. Même aujourd'hui, quand un ouragan survient, je ne crois pas que les stations météo fixes puissent fournir des informations sur la vitesse de ces vents. Voilà pourquoi on déploie maintenant tout un réseau d'instruments mobiles sur la trajectoire d'un ouragan qui sévit sur la terre ferme. Ils fournissent des informations réalistes qui permettront d'analyser ce qui s'est passé. Nous travaillons avec des tours portatives dotées d'instruments hautement spécialisés qui mesurent la direction du vent et le diamètre des particules de pluie, ainsi que leur vitesse. Cette technologie permet de reconstituer l'intensité des précipitations et de la comparer directement à la vitesse du vent sur le site étudié. Donc de voir pour la première fois comment les vents et les précipitations évoluent lorsque des bandes de pluie et d'autres perturbations parcourent la zone touchée. Ayant effleuré les Keys, l'ouragan a traversé le golfe en direction de la Louisiane. L'équipe de Forrest avait 1600 km à parcourir pour le rattraper. Les opportunités de mener ces expériences sont très rares. Il faut viser les zones les plus durement touchées, ce qui nous amène toujours près du mur de l'œil. Nous cherchons le rayon de vent maximal, c'est-à-dire, à partir du centre du cyclone, le couloir dans lequel on peut attendre les vents les plus violents. L'ouragan Isaac est tout à fait atypique. Il s'est intensifié juste avant de toucher terre, et à l'allure où il va maintenant, il mettra du temps à traverser la région. C'est une opportunité fantastique pour notre recherche. On a des dizaines d'installations un peu partout en train de collecter des données, ce qui nous permet de comparer ce qui se passe au sol avec les données fournies par les satellites ou les avions. C'est une grande première pour nous. Plusieurs équipes ont ainsi collecté des données à haute résolution sur le vent et la pluie, et ce, juste sous l'œil d'Isaac quand il touchait terre. Leur analyse devrait nous éclairer sur les processus de petite échelle qui structurent l'œil de l'ouragan. Ces données sont utilisées par les ingénieurs, mais aussi dans des disciplines comme la météorologie, l'hydrologie, etc. Par exemple, nos informations sur les pluies chassées par le vent peuvent être directement confrontées aux modèles qui servent à prévoir les précipitations dans une zone où l'on exploite des données radars. En fait, nous renforçons un socle de connaissances en collectant ces informations totalement inédites. Ainsi, d'ouragan en ouragan, nous finirons par construire une grande base de données qui servira de référence pour mettre au point des modèles numériques plus prédictifs. Malgré cette floraison de données détaillées, le monde scientifique est divisé sur les causes de l'intensification des ouragans. Nick Shea, chercheur à l'université de Miami, explore pour sa part la température des eaux océaniques. Elle serait fortement corrélée avec le phénomène d'intensification.
L'objectif précis de notre recherche est de déterminer le rôle que joue l'océan dans les brusques changements d'intensité des ouragans. La surface de l'océan a une température tout à fait indépendante de celle de ses eaux profondes. Nick Shea et son équipe ont cartographié des nappes d'eau chaude à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ces nappes d'eau à plus de 26 degrés sont d'immenses réservoirs d'énergie thermique pour n'importe quel ouragan passant au-dessus d'elles. Certaines font plus de 300 km de diamètre. Quelques-uns de ces réservoirs d'eau chaude sont inclus dans les grands courants comme le Gulf Stream. Nick part avec des chasseurs d'ouragans à la recherche de cyclones se dirigeant vers des réservoirs d'eau chaude. Il largue des sondes submersibles qui font des relevés précis à une centaine de mètres de profondeur. Avec ces données, on saura ce qui se passe quand un ouragan traverse un réservoir. À la suite d'Andrew, il y a eu, dans le golfe du Mexique, un ouragan majeur qui est passé juste au-dessus d'un réservoir d'eau chaude. C'était l'ouragan Opal. Opal a évolué de la catégorie 1 à la catégorie 4 en 14 heures. Il s'est intensifié très vite pour devenir un ouragan extrêmement violent. Si à ce degré d'intensité il avait atteint la terre ferme au nord du golfe du Mexique, Opal aurait fait des ravages. Fort heureusement, il s'est affaibli en traversant une zone où les eaux étaient plus froides. Selon Nick Shea, ces masses d'eau chaude joueraient donc un rôle moteur dans la progression d'un ouragan. D'où l'extrême importance de les localiser quand des côtes sont menacées. Les océanographes ne sont pas les seuls à s'intéresser aux masses d'eau chaude. C'est aussi le cas des amateurs de pêche sportive, comme ceux qui se préparent en octobre au tournoi international de San Juan à Porto Rico. Quel rapport entre la pêche sportive et les ouragans? Nick Shea va nous le démontrer. Pour localiser précisément les nappes d'eau chaude, il a fait appel à certains chercheurs de l'université de Miami qui lui ont trouvé un allié inattendu. Il se trouve que mes collègues de l'université de Miami posent des balises sur des poissons tels que le marlin bleu. Effectivement, les biologistes équipent aujourd'hui certains poissons pélagiques de balises satellites afin d'étudier leur comportement. C'est actuellement un des domaines de recherche les plus féconds au centre océanographique Rosenstiel. Nous équipons les poissons de capteurs de température. Ils plongent pour se nourrir et quand ils refont surface, ils nous transmettent via le satellite un profil de température que nous pouvons exploiter dans notre recherche. Et le mieux est que ces poissons peuvent nager à contre-courant, précisément là où se trouvent nos fameux réservoirs d'eau chaude de profondeur. Si les marlins sont constamment à la recherche de ces nappes d'eau à 26 degrés, c'est pour une raison bien simple. Le marlin bleu adore être à proximité de ces masses d'eau chaude situées en profondeur, parce qu'elles sont entourées de zones de remontée, c'est-à-dire des afflux d'eau froide vers la surface. Ce sont des phénomènes océaniques de petite échelle, riches en nourriture, qui attirent les marlins et d'autres poissons pélagiques. La pêche sportive au service de la science des ouragans. Le jeu consiste bien à capturer des marlins bleus, mais pour les munir de balises. C'est sans doute l'aspect le plus ludique des recherches en cours sur l'intensification des cyclones. La fois où il y a eu l'ouragan Ivan, on avait marqué un marlin bleu le 3 juillet 2004. C'était avant Katrina. Or, ce marlin rôdait justement à la périphérie d'un grand réservoir d'eau chaude.
là où remontent des eaux plus froides. Et alors qu'il était, lui, dans le nord du golfe du Mexique, l'ouragan Ivan est arrivé dans le golfe mi-septembre. Donc, pendant que l'ouragan Ivan se déplaçait vers le nord, ce marlin nageait sous son sillage, le suivant littéralement à la trace. Or, nous avons recueilli quelques profils de température caractéristiques d'une remontée d'eau froide. Ce poisson traversait bien ce que j'appelle une zone de remontée, c'est-à-dire de l'eau froide affluant vers la surface. De toute évidence, l'océan influe sur le phénomène d'intensification rapide. Mais la question est, jusqu'à quel point? Si les prévisionnistes sont de plus en plus nombreux à prendre en compte la température des eaux océaniques, pour beaucoup de chercheurs, les changements d'intensité s'expliquent autrement. À mon avis, il est rare que l'océan agisse comme un accélérateur qui favoriserait une augmentation de l'intensité. C'est mon opinion, et je la maintiens. Joe Cioni pense que les variations d'intensité qui se produisent en 6 heures, 12 heures ou 24 heures sont trop rapides pour être induites par l'océan, où tout phénomène évolue plus lentement que dans l'atmosphère. Ce qui m'intéresse quand un ouragan est en formation, c'est de comprendre comment l'énorme quantité d'énergie stockée dans l'océan passe dans l'atmosphère. Dans un ouragan, la limite air-mer est un des points clés, surtout dans une zone de vent violent. Là, vous avez l'océan, ici l'atmosphère. Je parle de cette zone toute proche de la surface qui se trouve, disons, à une dizaine de mètres au-dessus de l'océan. C'est comme ça qu'on calcule les flux, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie émane de l'océan. On parle ici d'énergie thermique, et plus encore, s'agissant d'un ouragan, d'énergie due à l'évaporation. Ça, c'est déterminé par la thermodynamique de ce gradient. L'énergie thermique issue de l'eau est fonction de l'humidité de l'air situé au-dessus. Joe Cioni pense que si l'air saturé au centre de l'œil de l'ouragan devient plus sec, il absorbe davantage de vapeur d'eau et de chaleur émanant de l'océan. Quand l'humidité relative varie dans une proportion qui paraît négligeable, 95% d'humidité, c'est encore beaucoup. Cette différence en présence de vent violent peut être une formidable aubaine pour la tempête en termes d'intensification. Il peut y avoir 30, 40, 50% d'énergie en plus qui va monter de l'océan, ce qui n'aurait pas été le cas autrement. Et si ça dure plusieurs heures, il ne faudra pas longtemps, 5, 6, 10 heures, pour qu'un ouragan de catégorie 1 grimpe en catégorie 3 ou 4. Grâce à la cuve à houle, il observe la saturation produite par le vent et les vagues juste au-dessus de la surface de l'océan. Il en conclut qu'une infime particule d'humidité venant d'un courant descendant modifie en profondeur le flux d'énergie. Ça va jouer sur le taux de variation thermique, le gradient vertical. Davantage d'humidité va monter de l'océan par évaporation, juste assez pour modifier la structure du cyclone. Une infime augmentation de l'énergie fera varier aussi l'intensité de l'ouragan, c'est-à-dire la vitesse de ses vents. Avec une variation d'énergie, mettons de 30 à 40%, le système cyclonique peut passer d'une tempête tropicale avec des vents de 120 km/h à un ouragan majeur dépassant les 160 km/h. Et ceci en très peu de temps. Pour affiner davantage les observations, des experts de la NASA ont élaboré un système à la pointe de l'innovation. À Wallops, en Virginie, on s'apprête à envoyer en mission une plateforme de recherche révolutionnaire, le Global Hawk. Le Global Hawk est un appareil extraordinaire, à mi-chemin entre l'avion et le satellite. Il vole à 18 000, 19 000 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus haut qu'un avion de ligne, et il peut parcourir entre 17 000 et 19 000 km. Si l'on veut mieux comprendre pourquoi une tempête change rapidement d'intensité, il faut pouvoir en observer une sur une longue période.
C'est en cela que le Global Hawk, qui a une autonomie de plus de 36 heures, peut faire avancer les choses. Chercheurs et équipage, tout le monde reste à terre. Les scientifiques recueilleront en temps réel les données transmises par le drone pendant toute sa mission. Les pilotes, eux, préparent le Global Hawk pour son vol. Il va traverser l'Atlantique, aller et retour. Toute une journée à épier une tempête tropicale. Un de nos Global Hawk embarque des instruments pour observer ce qui se passe à la périphérie d'un cyclone. Ainsi, on voit comment les vents circulant autour de lui le font progresser, en quoi ils peuvent influencer son intensification, comment une tempête tropicale devient un ouragan de catégorie 1. L'autre appareil est équipé d'une série d'instruments capables de regarder à l'intérieur des nuages, dans les entrailles du cyclone. Le Global Hawk peut décoller des côtes américaines, aller jusqu'en Afrique, survoler un cyclone en formation pendant 10 heures et revenir à la base. Les avions pilotés ne peuvent tout simplement pas voler aussi longtemps et aussi loin. Le lendemain matin à 7 heures, le Global Hawk atterrit. Mission accomplie. Il reste à décortiquer sa moisson d'informations. Pour l'instant, la vélocité avec laquelle les ouragans gagnent en force demeure un mystère et les recherches continuent. Les découvertes les plus concluantes pourraient bien venir d'autres agents de renseignement. Les espions de l'espace. Au centre de vols spatiaux Goddard de la NASA, des scientifiques ont scruté l'intérieur des nuages d'un cyclone tropical avec le TRIM, un radar embarqué sur un satellite. Lancé en 1997, il continue d'envoyer ses précieuses révélations. Le radar TRIM a la particularité de pouvoir mesurer des tempêtes de la surface du globe à la troposphère, et même jusque dans la stratosphère. Le radar envoie des ondes de fréquence infinitésimale, environ 13 GHz, et des impulsions d'1 millionième de seconde. Des ondes infimes, mais d'une portée scientifique colossale. Car le radar TRIM dévoile de quoi est fait un système cyclonique. L'œil d'un ouragan, on l'imagine généralement comme un endroit calme, avec des vents qui faiblissent, pas de nuages. Mais en bas de l'œil, il y a de l'air qui est resté longtemps coincé et qui est chargé d'humidité. De l'air plein d'énergie. Et il peut lui arriver de pénétrer dans le mur de l'œil, où il se divise en particules d'air très excitées, qui génèrent des tours chaudes. Ce remarquable satellite a découvert à l'intérieur de l'ouragan des zones de fort courant ascendant, des supercellules orageuses. Une tour chaude est simplement une cellule orageuse. Sous l'effet d'un fort courant ascendant, elle est propulsée au sommet de l'atmosphère où se produisent normalement des phénomènes météo, la troposphère. Ces cellules orageuses dynamiques, baptisées tours chaudes, s'élèvent jusqu'à 20 000 mètres de la surface du globe. Bien qu'il fasse moins 50 degrés à cette altitude, elles ne perdent pas pour autant la puissante énergie qu'elles contiennent. Une tour chaude à elle seule ne libère pas assez d'énergie pour infléchir le destin d'un ouragan. Mais à plusieurs, elle pourrait. Nous savons, grâce à ces satellites d'observation, qu'il arrive que des orages très puissants se forment successivement. Et il peut y avoir de tel ou tel côté de l'œil des conditions favorables pour cela. Des cellules orageuses circulent donc autour du mur de l'œil, et quand elles en trouvent l'opportunité, elles s'élèvent brusquement. Sur le mur de l'œil d'un ouragan en train de s'intensifier, se produit donc une explosion d'une puissance inouïe. En 12 heures, elle libère une énergie presque équivalente à celle que fournit en 2 semaines toute la production électrique des États-Unis. Le radar unique du TRIM a ouvert une brèche.
la possibilité de faire intrusion dans l'intimité des ouragans. J'ai l'impression de mieux cerner leur personnalité. On n'apprend pas grand-chose d'une personne en regardant seulement son visage. En revanche, si on discerne ses émotions, on comprend mieux qui elle est. Alors en scrutant le cœur d'un ouragan avec Trim, en découvrant chacune de ses strates en 3 dimensions, nous savons s'il est vraiment en train de s'intensifier ou s'il fait semblant, s'il risque ou non de devenir un super ouragan. Owen Kelly est certain que ces tours chaudes contribuent au phénomène d'intensification. Mais il admet qu'on est là dans une science trop complexe pour s'arrêter à une seule explication. On polémique beaucoup sur les causes de l'intensification rapide, et il est probable que chaque cas est différent. Étant donné que les scientifiques sont aussi divisés sur la question, peut-on se fier aux modèles fondés sur leurs observations? En fait, il semble que les experts en ouragan de la NASA arrivent à un tournant décisif dans le domaine de l'infotechnologie. Les ordinateurs étant de plus en plus puissants, la résolution de nos modèles d'ouragan ne va cesser de s'améliorer. Par exemple, pour un champ de grande échelle d'un modèle d'ouragan, on a une résolution de 27 km. La rapidité et la puissance accrue de l'informatique permettront bientôt de voir plus précisément les environnements de grande échelle avec une résolution de 9 km sur l'ensemble de l'ouragan et de 3 km sur la partie centrale. Les modèles numériques sont encore très loin de pouvoir nous fournir des prévisions réellement fiables et précises sur l'intensification rapide des ouragans. Pour cela, on ne peut se fier pour l'instant qu'à nos moyens d'observation. En revanche, nous devons utiliser les modèles numériques pour prédire de façon plus sûre la trajectoire et l'intensité de ces systèmes cycloniques. Si on sait prévoir les trajectoires, on continue à tâtonner pour ce qui est du phénomène d'intensification rapide. Et certains restent prudents quant aux progrès possibles. Je ne voudrais pas donner l'impression de matraquer les modèles numériques. On ne peut pas en attendre des miracles. De mon point de vue, il faut vraiment qu'on s'améliore dans l'observation de ce qui se passe au cœur des ouragans et qu'on entre ces données dans des modèles informatiques de haute résolution. Mais il reste beaucoup à faire, ce n'est pas pour demain. Certes, il faudra encore consacrer beaucoup de temps et d'argent à l'analyse de ces phénomènes incroyablement complexes. Nous sommes, et serons sans doute toujours impuissants à les maîtriser. Mais à juste raison, les plus brillants experts du monde multiplient les recherches novatrices pour prévoir les ouragans, à seule fin d'alerter les populations. Je pense qu'il faut revenir aux équations fondamentales qu'on utilise depuis des lustres et qu'on n'a jamais pensé à exploiter de cette façon. Mais ce sont là des travaux que nous n'avons pas fini de soumettre à la critique de nos pairs, et j'y travaille actuellement. Pendant que les scientifiques planchent sur ces casse-têtes, les populations des régions tropicales sont toujours sous la menace des ouragans. Objectivement, ils représentent un danger difficile à prévoir, mais impossible à ignorer. Malgré tous les précédents, bien des gens risquent leur vie en faisant fi des ordres officiels d'évacuation. Comme si les prévisions et les alertes n'étaient que du vent. Et les pertes humaines et matérielles, un cauchemar récurrent. Si l'on a déjà fait des progrès considérables dans les prévisions, les experts semblent encore loin de cerner le phénomène d'intensification rapide. Or, les ouragans sont d'autant plus dangereux qu'ils demeurent partiellement imprévisibles. On ne peut méconnaître cette réalité sans courir de risques insensés.